Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Shinzo Sasageo. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et débats. Je suis à nouveau en compagnie de Astro. Et moi je suis Pidou et on est revenu de vacances. Ça a été bien ? Oui, bah surtout qu'on a dit qu'on viendrait début septembre. Et on est début mi-septembre. Début mi-septembre. On est bon. Surtout quand on va la sortir, on sera fin septembre parce Oui. que ce sera le 20. Mais on a une bonne excuse parce qu'il y a eu des délais. En fait, on a attendu la nomination d'un Premier ministre. C'est ça qui était notre vraie rentrée. La rentrée parlementaire et la rentrée politique est en fait notre rentrée. T'as pris des vacances. Oui, voilà. Écoute, voilà, c'était la trêve olympique. Voilà, ok. Ah oui. Non, mais oui, c'est ça. Aujourd'hui, sujet d'envergure en France. On dirait que je parle comme les commentateurs un peu, sujet d'envergure. Voilà, on peut parler d'une crise politique majeure de ces 15 dernières années. J'arrête tout de suite parce que c'est insupportable. Oui. On dirait que j'ai passé trop de temps à la buvette en bas avant d'arriver à l'émission. Mais d'abord, je te propose d'ouvrir ta bière. Qu'est-ce que tu nous bois, toi ? Je sais pas, c'est toi qui l'as ramené. Une lagarbière, une blonde, une petite bière blonde, voilà, tranquille. Excellent. Donc ça, c'est Sherbrooke, la gabière, il me semble. Je sais pas. Il n'y a plus aucun effort qui Il y a plus d'effort pour les bières. Moi, je suis sur une Carpentier qui, elle, de son côté, est faite à Montréal, tu vois. Donc une bonne bière locale. Donc santé. Et il en a mis partout. Voilà. C'est quand ça fait longtemps de ne pas avoir fait de podcast. C'est normal. Ça arrive à tout le monde. Ça sort tout seul. Santé, bonheur. Voilà. Je vais aller chercher un sopalin. Close-up sur moi. Résumé des épisodes précédents. Donc, comme vous le savez, il y a eu dissolution de notre cher président de la République. Oui, tu vas passer dans la caméra et oui, tu vas te détester pour ça. Il y a eu dissolution de la part de notre président de la République, recomposition et clarification du jeu politique avec 3 blocs qui ont occupé l'Assemblée nationale, littéralement. 3 blocs, alors après ça sera... Oui. Clarification de quoi là ? Qui a clarifié quoi ? Non, j'ai mis des d'accord, guillemets. j'ai pas vu, pardon. Je prenais les propos de Macron. Clarification du jeu politique avec maintenant 3 blocs. Le nouveau Front Populaire composé des socialistes jusqu'au NPA. On a l'alliance macroniste, grosso modo, Ensemble, Horizon, Modem, les démocrates et UDI. Et après, d'un autre côté, on a les Républicains qui ont fait leur jeu solo. Les Républicains, la droite ensemble avec Éric Ciotti, c'est plus exactement le même nom, mais ça aura changé déjà 4 fois d'ici la sortie de la vidéo. Et d'ailleurs, Monsieur Ciotti, sortez-moi de vos putains de courriels. Vous n'êtes pas censé avoir accès à ça. Moi, je suis côté LR. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et enfin, le Rassemblement National, premier parti arrivé en tête des résultats des élections législatives. T'as voté pour eux là. Non, je suis juste t'as vraiment fait véridique. Premier parti, quand même. Est-ce qu'on peut en parler ? On va en parler. On va en parler parce qu'à la fin, je pense que ça, c'est la clé du jeu. Et après quelques, comment il les a appelés, brebis galeuses de Lyot ? de RN, oui, on a Lyot. Ah. Mais on a aussi les brebis galeuses du RN qui se sont fait évincer parce que, ayant porté des petites casquettes avec un mot en haine, parce que, ayant eu des propos très moyens sur beaucoup de choses. De la fraude fiscale aussi. Voilà, oui, ça. Parce qu'elle n'avait pas, je crois que c'est une meuf du RN qui avait pas de compte de campagne. Ah, elle avait carrément pas de compte de campagne. Et elle avait tout mis sur son compte perso en disant je suis. Ou non, ça c'est. Ouais. J'ai vu passer ça. C'est peut-être pas RN ça. Non. Je vais vérifier. Je vais me débunker en live, vous allez voir. C'est ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que on a eu donc cet épisode politique majeur pendant les JO, en fait, un peu avant, puis après, pendant, etc. Avec la gauche qui a voulu mettre Lucie Castet comme candidate unique du nouveau Front Populaire, avec la rhétorique le programme que le programme et rien que le programme. De son côté, le RN est resté bien silencieux de son côté, sans faire de vagues, sans tranquillou. Et on a eu une crise majeure à l'interne du bloc central, avec un Gabriel Attal démissionnaire, mais avec des velléités de devenir chef du parti, une engueulade entre Attal et Macron qui a fait parler, Elisabeth Borne qui du coup est propulsée à la peut-être future tête du parti ensemble, donc Bisbee entre, et alors là c'est des on-dit que je rapporte, une Elisabeth Borne qui serait soutenue par Macron pour
la tête du parti, donc Ensemble pour la République, mais un Attal qui veut représenter une certaine centre-gauche toujours, qui aimerait lui par contre prendre la tête de ce parti. Donc on aura un petit peu une bataille des chefs qui va s'en venir finalement en 2025, normalement, pour préparer 2027. Et la nomination surprise, il y a 2 semaines à peu près, au moment de l'enregistrement, un peu moins, de Barnier, Michel Barnier. Alors là, vous avez toute sa page Wikipédia que vous pouvez trouver, mais il a été ministre à de nombreuses occasions, dont ministre de l'Environnement, commissaire européen pour le Brexit. Il était chez LR. Moi, je me rappelle, je l'avais vu en meeting quand on était au meeting de Pécresse. Voilà, c'est un ténor de la droite silencieux, je vous dirais, mais ténor quand même, moins vocal que Ciotti, Retailleau, Wauquiez ou Pradier, mais il a toujours essayé de représenter une certaine stabilité à l'interne du parti. Et voilà, ancien ministre Sarko, ministre Chirac, il me semble aussi. Donc ouais, le gars a quand même un certain CV. Et on en arrive à la polémique, mais d'abord le débunkage potentiel. J'ai pas trouvé. Par contre, les comptes de campagne de Marine Le Pen sont pour les législatives sont sous surveillance là. Elle a une audience cette semaine vis-à-vis de ça d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait j'ai tapé compte de campagne scandale, et même j'ai trié dans l'actualité en mode récent, et en fait il y en a tout le temps. Ouais. Donc j'ai pas à trouver, mais je sais qu'il y a quelqu'un, c'est soit au sein du gouvernement actuel, soit dans la campagne RN qui n'avait pas de compte de. Les yeux dans les yeux, je vous le dis, je n'ai pas de compte en Suisse. Non, mais qui n'avait pas de compte de campagne. Elle avait juste son compte perso. Ok, ouais. Donc c'est illégal. Il me semblait que c'était autorisé, mais ok. Bah non. Bah sinon, c'est très facile de faire de la fraude. Ah oui, parce que tu mettais pas perso sur... Ah oui, d'accord. Oui, mais... Comment on différencie, du coup, après, ce qui est perso de ce qui est truc, si t'as un seul compte? Non, bien sûr. Ouais. Mais tu peux pas avoir un compte entreprise et un compte perso, au même moment. Tu as tout à fait raison. Donc voilà, la polémique s'en vient avec du coup, premièrement la légitimité. Est-ce qu'elle est tout le temps là? Oui, bien évidemment. Mais la légitimité d'un gouvernement Barnier, qui va être nommé sûrement au moment de la diffusion de cette vidéo, avec des ministres de droite, des ministres de gauche, des ministres du centre, des ministres peut-être d'extrême droite, on ne sait jamais, peut-être même d'extrême gauche, on ne sait jamais, peu probable. Mais voilà, et est-ce que, et peut-être je vais ouvrir là-dessus parce qu'on a notre cher représentant syndical de la gauche, des travailleurs. Non, arrête, après les gens vont croire que j'ai voté pour la NFP. Mais non, quelle est la vue un petit peu, quelle est ta vision, parce que tu représentes personne, c'est vraiment juste toi. Moi et moi-même. Voilà, vis-à-vis de ces questions-là, de nomination, de légitimité par Jean-Luc Mélenchon. C'est faux, pourquoi je dis ça? On va se faire tacler pour rien. Tu vas te faire tacler, moi. En plus, premier degré, je n'ai pas voté pour le NFP. Voilà, comme ça, je suis bon, de toute façon, je vais recadrer. Mais du coup, les gens ne le verront pas. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, bien évidemment, parce qu'après, c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que les gens, après, vont en faire tout un plat. Vont te donner des a priori que t'as pas envie d'avoir. Mais quelle est ma vision sur ça? J'ai sorti une excellente vidéo sur ma chaîne perso, sur la chaîne d'Astro5. Utilise le dessous de verre, je vais te démarrer. Il y a 2 dessous de verre devant toi. Merci. Sur ma chaîne perso Astro5 qui vous parle justement de la nomination du Premier ministre Barnier. Globalement, moi, j'ai été très étonné que la trêve olympique soit respectée. Alors je sais que c'est un calcul politique parce que finalement, mais vu comment l'ouverture s'était fait démonter sur les réseaux sociaux, la polémique qu'il y a eu avec la Vierge Marie, non pas la Vierge Marie, le truc de Léonard de la Seine, etc. Je me suis dit, peut-être qu'ils vont pas respecter, tu vois. Puis finalement, non, ça s'est relativement bien passé. Quand tu dis respecter, c'est respecté par qui? Parce que la gauche n'a pas arrêté de parler, hein. En tout cas, dans les médias globalement, il y a quand même eu un calme en vrai. Ils ont cherché leur Premier ministre. Tout ça, c'est arrivé après. Hein. Par contre, le lendemain, ils étaient déter pour faire les trucs, etc. Disons qu'au niveau grand public, si tu suis pas ça de près, ça s'est vraiment calmé. Et on le voit d'ailleurs de manière générale dans tous les événements sportifs majeurs nationaux où tout le monde rentre un petit peu les brebis dans la bergerie au moment des événements pour faire un peu corps. J'allais prendre l'exemple de l'affaire... C'est très français, ça, on le fait beaucoup. L'exemple de l'affaire Benalla, mais c'était juste après la Coupe du Monde 2018. Ouais, mais après. C'était juste après, effectivement, que Mediapart, comme par hasard... Quel hasard! Ah bah tiens, comme par hasard! Des choses qui étaient arrivées en mai, je crois.
et en avril de la même année. Mediapart, 3 syllabes, comme dans un triangle, comme par hasard. Ah là là. Et donc voilà. Non, mais globalement, moi, je me prêterai pas à prendre les paris de qui il allait nommer, etc. Parce qu'en vrai, c'est toujours comme ça. On a beau miser, on connaît pas tous les noms. Tu vois, Barnier, personne en vrai n'aurait misé sur lui avant tout ça. La création... Surtout que 24 heures avant, c'était censé être Cazeneuve, quoi. Donc, Mais c'est ça, la création de personnes politiques, voilà. Le seul truc, c'est que ça ne m'étonne pas que ça soit quelqu'un qui ne soit pas connu du grand public, parce que Macron aime bien faire ça, en vrai. Quand tu prends Castex, quand tu prends Borne, c'était des gens qui n'étaient pas connus du grand public. Même Attal, hein. Attal, il était kiffé par les jeunes parce qu'il avait fait le service national. Il avait fait sa chaîne Twitch. Non, mais il était un peu connu. C'est le SNU surtout. Avec sa vidéo avec Thibaut InShape. Ouais, exact. Mais il était un peu connu. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas ton collègue de bureau. Puis il était ministre de l'Éducation. Donc, qui est un ministère important en France. Mais donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, et ça m'étonne encore moins que ça soit quelqu'un qui soit comme ça, qui soit entre les deux. Je sais pas si tu veux qu'on rentre directement dans le... Ouais, allons-y. Dans le truc. Watch time. Moi, je suis pas étonné du tout que... en gros, malheureusement pour nous, Macron, pour moi, il a joué le jeu de la Constitution. En fait, la seule critique que j'entends, c'est que il aurait dû démissionner normalement, mais pour moi, il aurait dû démissionner déjà en 2022. Macron ? Ouais, s'il respectait le cœur même de la Constitution. En 2022, quand il est réélu ? Ouais, non, après les législatives. Parce qu'en fait, le président de la République, pour moi, et selon la Constitution globale, il n'est pas vraiment redevable auprès de l'Assemblée nationale. Il est redevable auprès directement des Français. Parce qu'il est élu, il est redevable auprès des gens qui l'ont élu. Donc oui, tu as la procédure de destitution qui permet à l'Assemblée nationale de, s'il déraille trop, le faire dégager, mais en vrai, c'est très compliqué à mettre en œuvre. LFI n'arrivera jamais à faire cette procédure de destitution. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand il s'en remet au jugement des Français, qu'il peut se dire « Ok, il faut peut-être que je démissionne parce que j'ai perdu la confiance des Français. » Et on l'a vu, la seule fois où le président a démissionné, c'était dans ce cadre-là. Et donc, tu n'as que deux manières, normalement, que le président... Et parce qu'il avait des affaires au cul, à plus savoir quoi en faire aussi. Hein. C'est surtout pour ça, d'ailleurs. Mais tu n'as que deux manières que le président soit... que son jugement en cours de mandat soit remis auprès des Français. C'est soit un référendum, que lui-même a convoqué, soit par les élections législatives. Sauf que quand la Constitution a été écrite, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'avant, les élections législatives n'étaient pas en même temps que les présidentielles. Donc, c'était en même temps, à un mois d'écart. Donc c'était un vrai référendum entre guillemets sur sa politique. Un peu comme on avait aux États-Unis, comme on a aux États-Unis actuellement, si vous suivez la politique américaine, vous avez les élections de mi-mandat qui permettent de dire si les gens ils sont contents ou pas contents. Sauf que quand il y a eu une réforme, je crois, qui est arrivée dans les années 90, par là, ils ont calqué à peu près le calendrier électoral au même moment. C'est quand ils ont changé du septennat au quinquennat. C'est à ce moment-là. Chirac. Et donc, à ce moment-là, les élections législatives sont devenues caduques pour juger la politique du président. Sauf que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 2022, c'est débattable, parce qu'il n'a pas la majorité, donc il n'a pas la confiance du peuple français, parce qu'il a que 250 députés, et ça, je suis d'accord avec le NFP de dire, bah, en vrai, que t'en aies 250, 270 ou 193, en soi, t'as pas la majorité pour y arriver, donc, dans l'absolu, ton gouvernement, la légitimité de ton gouvernement, elle peut être remise en question, parce que t'as pas la légitimité pour gouverner au sein de l'Assemblée nationale. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu fronces les sourcils, là. Non, mais j'ai du mal à voir où est-ce que tu t'en vas parce que... Ah, bah j'arrive. Il n'y a pas eu de président qui a démissionné après avoir perdu une législative. Non, mais parce que ça n'est pas arrivé, en fait. C'est que, en fait, le seul moment... c'est arrivé plein de fois, non, mais Chirac... Non, mais il y a les cohabitations, mais laisse-moi finir. Oui. C'est que... Et en fait, c'est que... Donc là, comme il a convoqué, qu'il a dissolu lui-même, il a perdu frontalement les élections. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il a demandé, du coup, aux Français... son rééquilibrage, il a dit, est-ce que vous me faites toujours confiance ? En gros, c'était un peu ça quand même, les élections législatives. Et Chirac. Mais j'ai pas fini. Et donc, il a perdu les élections, et donc, il aurait dû, s'il avait respecté, techniquement, il aurait dû, parce qu'après, il s'est pris une sacrée branlée, il aurait dû démissionner. C'est à ce moment-là qu'on peut dire, est-ce que le président n'a pas démissionné ? Après, tu as l'autre point, qui est que, s'il ne démissionne pas, il faut voir après les forces politiques en présence. Et c'est là que la cohabitation rentre, mais la cohabitation est presque un non-sens de la Ve République.
C'est dans la Constitution en tant que telle, c'est presque un non-sens, puisque le président, techniquement, pourrait ne pas respecter cette cohabitation, puisque, oui, le président, il peut nommer qui il veut en tant que Premier ministre, et donc, oui, bien sûr, il y a la motion de censure, donc il serait un peu obligé, parce que du coup, notre Constitution, elle est quand même bien faite, tu vois, pour le contrebalancer. Mais dans l'absolu, on voit bien que ça n'a pas été prévu pour. Tu vois, la cohabitation n'est pas censée exister. Et que donc, on a un peu admis, enfin, Mitterrand a fait le fait, donc quelqu'un de gauche a admis qu'on n'était pas obligé de démissionner quand on perdait les élections, parce qu'il a laissé faire la cohabitation. Sauf que la cohabitation, ça fonctionne que quand les autres ont la majorité de députés pour pouvoir gouverner. Quand la droite a fait alliance, parce que oui, la droite a aussi fait alliance, hein, c'était une alliance de droite, hein, c'est pour avoir sous Mitterrand, pour gouverner, bah là, le président, il peut encore... Enfin, là, on a des précédents pour dire ça. Sauf que là, la situation qu'on vit actuelle, elle est inédite. Puisque le président a perdu les élections, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il démissionne, sauf qu'il ne veut pas démissionner. Et en plus, personne n'a la capacité de pouvoir gouverner et imposer son gouvernement. Tu confonds. Non. Tu confonds tout. Tu confonds législative et présidentielle. Non, parce que si tu m'avais écouté avant, je disais que c'est l'esprit de la Constitution. Tu as la différence entre ce qui est écrit, la lettre, enfin entre ce qu'ils ont pensé, la lettre et la pratique. Non, parce que tu as la séparation des pouvoirs. Non, parce que dans l'esprit de la Constitution, le président s'en remet toujours au jugement des Français. Et ce qu'a fait Macron, frontalement, il a demandé aux Français, est-ce que vous me faites confiance ? Et les Français ont dit, non, on te fait pas confiance. Puisqu'il a été arrivé deuxième, très loin derrière, enfin très loin, 30 sièges quand même assez loin, et surtout très 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 loin de la majorité. Et donc dans l'esprit de la Constitution, c'est l'esprit, hein, c'est pas le truc, il aurait dû démissionner. Non, pas du tout. Parce que l'intérêt d'avoir une présidentielle et d'avoir un système présidentiel au lieu d'un système parlementaire, c'est justement de séparer les pouvoirs et de pouvoir avoir une élection législative et une élection du président, donc de l'exécutif, qui est différente et qui montre est-ce qu'on est d'accord avec l'homme, est-ce qu'on est d'accord avec la politique. Oui, mais la ça, politique du président. Que si c'est comme c'était pensé à la base, que si tes élections législatives sont en décalé. Non, pas du tout. Parce que tu as deux élections de toute façon. On met jamais en cause le président. Mais ça, c'est une question de calendrier. C'est une question de calendrier, c'est tout. Oui, mais le calendrier a perverti l'esprit, la pratique même de la Constitution. Mais ça, c'est pas un problème, étant donné que de toute façon, en 2027, on doit revoter. Mais si c'est un problème, ça veut dire que tes législatives ne servent jamais à rien. Si. Sauf que quand c'est dissolu. Bien sûr que si, parce que justement, tes législatives, tu peux avoir une manière de dire, bon bah voilà, les parlementaires, aujourd'hui, ne respectent plus le truc. Pourquoi il n'y a pas eu de cohabitation depuis la réforme du quinquennat ? Parce que le calendrier ne permet pas réellement de faire ça. Les Français, s'ils Sauf voient... quand il y a une dissolution. Donc quand le président se met lui-même en jeu en disant, est-ce que vous me faites confiance encore, oui ou non ? Non, pas du tout, parce que regarde, si Macron, il avait vraiment eu moins de sièges en 2022, il aurait été obligé de faire une... Il a moins de sièges, c'est juste qu'il a voulu tenir la rampe et qu'il en avait 250, donc en vrai il en manquait 39. avait suffisamment, voilà. Non, il en manquait 39. Oui, mais 39 qui était accessible facilement. 39. Il a pu faire... voilà, mais même là, regarde, à coup de 49.3, c'était pas par plaisir qu'ils ont fait des 49.3. Ça c'est pareil, c'est justement voilà. une dénaturation totale de la Constitution. Le 49.3, c'est prévu dans la Constitution. Donc, oui, mais il y a encore une fois, ce qui est écrit, l'esprit et la pratique. Dans l'esprit, le 49.3 est une mesure d'exception. Oui. Et dans la pratique, t'es pas censé en mettre tous les 4 matins. Mais c'est exceptionnel. Donc c'est une pervertie. Oui, mais il faut que tu fasses avec les cartes que tu as là. Tu peux pas sortir des cartes que t'as pas. Si tu as une assemblée avec 250 parlementaires et que tu en as 39 à aller chercher et que tout le monde te fait la gueule et que tu as que la carte 49.3, et ben derrière tout le monde, tu es en minorité. Les gens auraient pu faire démissionner le gouvernement Borne plein de fois. Bah ça veut dire que tu n'as pas la confiance des Français. Donc on en revient à la boucle. Il y a eu la confiance parce qu'il y a un vote de confiance immédiatement après. Oui. Tu mets 49.3, tu as le vote de confiance au gouvernement. Et à 13 reprises, je crois que c'est 13 qu'elle a fait de suite, vraiment à 13 reprises, le Parlement lui a fait confiance pour pas la destituer. À partir de là, où est le problème ? Mais tu peux tellement pervertir parce que par exemple, les votes de confiance, ça dépend aussi quand elle va présenter le 49.3, parce que c'est que les gens qui sont présents à l'Assemblée nationale qui sont... Oui, enfin bon, quand il y en a 13, c'est pas les occasions qui manquent. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, Non, mais... Après, tu as des techniques de zinzin, de faire ça au milieu de la nuit, de faire tous ces trucs-là. C'est que tu peux. Ils n'ont pas fait que ça, mais ce que je veux dire, c'est que Macron, quoi qu'on en dise, dans ces deux exemples-là, pour moi, il ne
il respecte la Constitution dans l'écrit, mais pas dans la pratique. Si, parce que c'est pas parce que les gens votent aux législatives contre Macron ou pour un autre projet, c'est aussi ça aussi, hein, c'est pas forcément, on vote pas forcément contre Macron, on vote aussi pour un autre projet. Doute. Parce que le président, ses pouvoirs sont très limités au final. C'est le gouvernement qui a la plupart des pouvoirs. Lui, il a le régalien, il peut parler au niveau international, il peut donner, etc. Mais Macron, il peut pas sortir une loi, ne pas aller voir le Parlement et la faire publier. Ça, c'est impossible. Il y a que Mélenchon qui croit ça dans son petit livre. Techniquement, tous les projets doivent quand même passer à un moment ou un autre par l'Assemblée nationale ou par le Parlement, qui est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président peut forcer, et on l'a vu, le Premier ministre a démissionné, et comme il peut nommer qui il veut, oui, mais après, ton gouvernement, à partir du moment où tes législatives ne valent plus rien... Mais pourquoi elles ne vaudraient plus rien ? Je comprends pas pourquoi. Mais parce que à chaque fois, depuis la réforme du quinquennat et qu'on a remis en place les législatives qui sont un mois après la présidentielle, le président en sort toujours gagnant. Parce que tu ne peux pas logiquement demander aux Français, et ça c'est normal, dire vous avez élu ce président, par contre les gars, vous n'allez pas lui donner la capacité de gouverner. Bah évidemment que si, surtout que c'est dans un mois après, donc il n'y a aucun moyen de juger son mandat, etc. Et que les élections, il y a peut-être le seul moment, donc une fois tous les 5 ans, si le président se représente et que c'est lui qui gagne, que là, peut-être, effectivement, les législatives ont un sens parce qu'on pourrait revoter pour lui, mais en même temps, non, parce qu'on l'a vu avec... Tu prends trop les Français pour trop bas. Les Français, s'ils veulent pas ce président, imagine Le Pen serait passé. La gueule de bois de tout le monde qui se dit « Oh my God, Le Pen est passé ». Non, mais les gens, ils ont voté par dépit globalement. Hein. Tu prends tous les sondages, ils ont voté par dépit. Non, mais... Pour les gens qui ont voté pour Macron contre Le Pen. Prends quand même voté pour Macron. Prends quand même le cas fictif de Le Pen. On se réveille, 20h, et puis là, paf, t'as Marine Le Pen à 50,1%. Boum, gueule de bois. Tu as un mois avant les législatives. T'as vu en un mois comment le paysage politique a changé en France. Alors oui, les Européennes avaient savonné la planche bien comme il faut. Mais il n'empêche qu'en un mois, tu peux avoir un retour de situation totale. Tu peux avoir des abstentionnistes qui te renversent le jeu. Tu peux avoir plein de choses qui font qu'une élection législative, une fois qu'elle arrive, tu vas pas dire « Ah bah oui, finalement, les législatives vont pas avec le gouvernement. » Et surtout que toutes les cohabitations qui ont eu lieu n'ont pas donné lieu à ça. Il faut vraiment séparer... Mais toutes les cohabitations ont eu lieu sous un septennat, hein. Et sous la réforme du calendrier, oui, d'autant sauf plus la dernière, la dernière. Oui, si je suis ta logique et qu'au bout de 3 ans, sauf la dernière avec la dissolution. Si je suis ta logique et qu'au bout de 3 ans, le président, il arrive aux législatives et il perd les législatives à tel point qu'il est en cohabitation, il y a d'autant plus une remise en question de sa légitimité et donc il se barre. Mais le fait est que tous les précédents montrent qu'il n'y a pas eu de démission. Non, parce qu'ils n'ont pas respecté la Constitution, mais je les mets sur le même pied d'égalité. Alors c'est juste ta version de la Constitution et il faut être d'accord de ne pas être d'accord là-dessus. Non, c'est pas ma version, c'est que normalement, ils n'auraient pas dû rester. Mais non, mais à aucun moment. Parce que justement, tu as le Conseil constitutionnel qui serait monté au créneau derrière. Ton esprit de la Constitution, il dépend de quoi ? Il dépend du précédent. Sauf qu'il n'y a aucun précédent qui a amené à ce genre de situation. Bah si, parce que le seul précédent comparable qu'on avait, c'était quand l'autre a démissionné pour son référendum. Quand De Gaulle a démissionné pour son référendum. Non, alors... un référendum et législative, alors là on est d'accord, c'est pas du tout pareil. Hein. Mais mais alors justement, c'est ça que je voulais amener. Enfin, l'idée c'est que Mitterrand, pourquoi il a pu twister la Constitution ? Parce que justement, il ne s'est pas remis lui-même auprès des Français. Et c'est là où pour moi Macron il aurait dû démissionner actuellement, et pourquoi Chirac aurait dû démissionner aussi en 97, je sais plus quand est-ce que c'était la dissolution. C'est parce qu'ils demandent aux Français leur avis. Et les Français leur disent non. Puisqu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Et tout le monde... Je suis juste pas d'accord, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Parce que... Tout le monde savait très bien que... Pour moi, tu mélanges 3 paniers qui sont différents. Mais t'as un panier législatif, t'as un panier référendaire. Mais c'est parce que tu crois que les pouvoirs sont séparés. Mais oui, les pouvoirs sont séparés. Et présidentiels, mais ils sont pas séparés, ils sont interconnectés. Parce que le 49.3, c'est une prérogative du président qui l'impose. Non. Arrête. Okay. Alors, qui dépose un 49.3 ? Regarde la Constitution. Mais c'est sûr, le président de la République ne va jamais à l'Assemblée nationale. Mais c'est une posture. Il peut depuis Sarko en 2006. Non, mais il n'y va jamais. Ce n'est jamais... Sarko aimait bien. Arrivé peut-être une fois, mais il n'y va pas. Il ne parle jamais, il parle rarement, sauf en congrès. C'est même pas lui qui peut le déposer.
C'est le Premier ministre qui dit « J'engage la responsabilité de mon gouvernement Non, par mais... l'article 49.3 ». Non, mais tu vis dans un monde où tu penses que le président n'a pas d'impact sur son gouvernement. Tant mieux pour toi, ce n'est pas la réalité. Le président, C'est pas qu'il a il pas nomme des d'impact. technocrates, il nomme des gens qui n'ont pas de colonne. Depuis d'ailleurs cette fameuse réforme où c'est que des vice-présidents, des premiers ministres inexistants, Fillon, Hérault, tous ces gens-là qui n'ont aucune colonne, parce que justement, c'est pour pouvoir imposer lui-même sa Bien politique sûr. Ah, mais et avoir totalement. des yes-men. Donc Là-dessus, le c'est vrai. 49.3, je te l'accorde écrit, c'est le premier ministre qui met son truc, mais dans la réalité, c'est le président qui a le mot final sur est-ce qu'on présente ou pas le 49.3. Ça, pour l'instant, en tout cas, avec tous les gens sans colonne qu'on a comme Premier ministre. Ah, mais totalement. Mais voilà, là, tu c'est- mets le point là. C'est sûr que c'est ça. Pourquoi ? Parce Voilà. que c'est lui qui le nomme. Ah oui, parce qu'ils doivent leur existence au président. Parce qu'il peut forcer la démission du gars. Totalement. Mais à la fin, là, tu vas avoir un paysage politique qui est très intéressant. Tu as 3 blocs. Barnier ou n'importe qui d'autre. Ça aurait été n'importe qui d'autre que Lucie Castet ou Jordan Bardella. Dans tous les cas, il pouvait pas bien choisir, Macron. Il avait aucune porte de sortie, parce que même si c'était Cazeneuve, rien. Tu crois pas en la théorie que... Parce que dans ma vidéo, j'ai vu quelqu'un qui a mis un commentaire comme ça. C'était intéressant. Il a dit qu'il aurait dû nommer Lucie Castet. Parce que c'était le premier parti. Donc, si on respecte tous les trucs d'avant, effectivement, c'était censé... Le premier quoi ? Le première alliance. Ouais. C'est ceux qui sont arrivés en tête. Qui proposent un truc commun. Et pour le coup, c'est vrai qu'ils ont réussi à se mettre d'accord. Donc, c'était quand même étonnant. Et le fait que, soi-disant, elle avait l'assurance d'avoir... En fait, elle n'a pas besoin d'avoir 289 députés. Elle a juste besoin de ne pas en avoir 289 contre elle. Donc, elle avait l'assurance que elle pourrait convaincre les 96 qui lui manquaient pour aller mener, etc., notamment avec des alliances soi-disant avec des LR, etc., et que le président de la République a décidé de ne pas tenir compte de ça, et que du coup, en fait, il a perverti le truc parce que on ne doit pas faire de la politique selon est-ce que ça arriverait. Donc en gros, il a tout fait pour tirer la couverture sur lui, tu vois. Ah mais c'est normal, totalement. Toi, tu trouves ça... Ah oui, je suis totalement d'accord. Mais tout comme il aurait dû... En fait, ça, il n'y a pas de problème au fait qu'il soit deuxième, mais... Jordan Bardella est plus légitime que Lucie Castet, techniquement, parce que c'est le premier parti. Parce que c'est bien gentil de dire c'est la première alliance, le NFP. Mais le problème, c'est que la NUPES aussi, c'était une alliance. Alors, et la NUPES, elle a volé en éclats. Voir si t'es cohérent. Chirac. L'autre avec ses cheveux blancs, là. Qui est croulant, maintenant. Je sais plus son nom. Jospin. Et avec ses cheveux blancs. C'est si large. Il a toujours eu les cheveux blancs. T'as de la chance. Il a toujours eu les cheveux très blancs. Et Balladur, pour toi, ce sont des gens illégitimes ? Parce que ils sont tous issus d'alliances. Hein. Aucun n'est issu d'un parti majoritaire à l'Assemblée nationale. J'ai juste que face à cette alliance, il n'y avait pas un parti majoritaire. Le NFP est une alliance. Il faudrait reprendre le NFP, c'est une alliance. Il faudrait reprendre les trucs parce que je ne sais pas si la gauche, par exemple, sous Chirac, avait fait alliance. Le jour où le PS... d'ailleurs, parce que Mitterrand avait fait alliance. C'est ça. Le jour où le PS s'engueule avec les LFI, ce qui va pas être très long, hein. On l'a vu avec la NUPES. Le problème, c'est qu'ils ont Olivier Faure, le gars qui a le moins de... Comment être non masculiniste. Voilà, colonne. Voilà, de colonne. C'est Ravi qui m'a appris cette expression. Et je trouve ça très vrai. Il a pas de bassin. On va appeler... voilà. Le PS est en état de mort léthargique à cause de leur pantin qu'ils ont à la tête de ça. Mais le jour où ils s'engueulent, leur alliance n'a aucune légitimité à gouverner. Aucune. Parce que c'est une alliance et non pas un parti. Un parti, ça a, même si je déteste ça, une ligne de parti, un chef, une organisation structurée, etc. Il peut y avoir des trahisons de zinzin dans les partis. À l'intérieur des Chirac, partis, bien Sarkozy, évidemment. 1990, là. Chirac, Mais pas Sarkozy. des dissensions qui font qu'on ne va pas voter la même chose. T'as la ligne de parti. C'est pas officiel. Si, l'élection de... Alors, c'était plus auprès des Français, mais si tu reprends l'élection de 95, quand Chirac a été élu, le parti s'est tellement divisé que ça a favorisé Chirac, parce que Balladur s'est représenté. Oui. Et il a perdu l'élection Balladur, et ça a détruit le parti à 1 degré. Sarkozy avait choisi Balladur, après il y a eu tout ça, quoi. Donc en vrai... Moi, je parle plus au Parlement, dans un Parlement, dans un parti qui gouverne. Il n'y a pas de ligne de parti officielle. Et c'est là où Macron a changé les choses. Parce que la ligne de parti officielle, si jamais petit aparté, parce que moi je trouve que c'est un truc qu'on parle pas assez en France, c'est que la ligne de parti, c'est très anglo-saxon. C'est que les pays anglo-saxons qui les ont. C'est-à-dire que vous êtes un député, vous êtes par exemple pour député, vous êtes affilié RN,
et bah, même si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du RN, la politique qui sera présentée au Parlement, vous devez la voter à l'Assemblée nationale. Sinon, c'est un motif suffisant pour vous exclure du parti et donc de vous forcer à vous présenter un indépendant. Et ça, c'est très anglo-saxon. Et il y en a notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, mais il y a aussi au Canada et aux États-Unis. Si vous avez regardé House of Cards, justement, le Frank Underwood, dans la première saison 1, son but, c'est d'être un whip et de forcer les gens, quand même, les petits récalcitrants, à aller voter pour. Mais par exemple, au Canada, c'est très très présent, quoi. Ah ouais. Les libéraux, par exemple, si vous suivez vite fait l'actualité, vous verrez Justin Trudeau. La moitié des gens sont en désaccord avec Trudeau en permanence, mais votent pour lui parce que ils n'ont pas envie de se faire exclure du caucus libéral, quoi. Et en France, il n'y a pas ça. Donc, pour tenir ta ligne de parti, il faut quand même que tu sois un charisme. Exactement. Et on le voit, Macron, sa ligne de parti, il a quand même du mal à la tenir. Maintenant, oui. Mais le premier quinquennat, ça a été dur. Le premier de 2017, il a eu effectivement de la capacité royale. C'était assez impressionnant. Et ça vous explique beaucoup les divergences, pourquoi des gens peuvent être affiliés à des partis, ne pas être d'accord, et comment des alliances lunaires, comme le NFP, parce que c'est lunaire dans l'absolu, puissent coexister et perdurer, même où la NUPES pourrait perdurer un temps à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ne seraient pas obligés de voter pour sans être exclus. Voilà, petite aparté qui me paraissait quand même importante. Mais c'est ça la difficulté, c'est que, et on le voit d'ailleurs, le RN dans sa réorganisation qu'ils ont instauré cette ligne de parti. Tu le vois à travers tout. Et là, ils font des gros. Tout ce qu'ils disent récemment. Des gros trucs en ce moment. Des grosses réformes à l'interne, je crois. Ils ont changé. Ils changent pas mal l'organigramme. Ils ont vu que malheureusement, ça leur a coûté l'élection de la législative. Donc voilà, là maintenant, ils commencent à. En fait, ils se professionnalisent. Ils ont réussi. L'étape de la dédiabolisation a été. C'est bon, c'est acté. Maintenant, ils sont sur l'acte de la professionnalisation. Ils doivent devenir un parti officiel, sérieux, avec une adresse, des costards. Moi, je sais pas pour la dédiabolisation pour les présidentielles. On verra, mais dans les médias, c'est fini. Parce qu'elle s'appelle Le Pen, l'empêchera pas. Dans les médias, c'est fini. Par contre, Bardella ou n'importe qui, all-in. Mais il va tout de suite. C'est là où tu vois qu'il y a quand même. C'est pour ça, c'est de là vraiment que pour moi, je reprends mon point. Le NFP, c'est la NUPES un petit peu avec un nouveau skin. Aujourd'hui, tu vas avoir on va prendre la question du nucléaire, tu pourras jamais mettre d'accord le PS et LFI là-dessus sans qu'il y en ait un des deux qui brise sa colonne. Jean-Luc Mélenchon est très très contre, sous prétexte que si on met une centrale nucléaire et qu'elle explose, on fait des milliers de morts. Parce qu'une centrale explose, c'est bien connu. Un aéroport, tu le construis, s'il explose, ça fait des millions de morts aussi, mon pote. C'est des avions en réaction en chaîne qui s'explosent, c'est pas mal aussi. Une centrale électrique, puis une centrale nucléaire, ça explose pas, donc c'est plus simple. Non, ça fond déjà. Voilà. Donc c'est plus simple. Tu les mets pas proches des grands centres de ville, et puis tu fais en sorte que, de toute façon, ça n'arrive pas. Oui, mais s'il y a la guerre et qu'on vise nos centrales, écoute, je te dirais, je me fais pas souvent l'avocat. Si on se fait viser les centrales, c'est déjà trop tard. Mais j'ai envie de te dire que même Poutine et Zelensky sont réussis à se mettre d'accord pour ne pas attaquer les centrales nucléaires, ou en tout cas de ne pas tirer dessus frontalement dessus, de faire un contour. Et même Zelensky ne veut pas aller prendre la frontière, je sais pas où là en Russie, la truc. Tu te dis que même si ces gens-là arrivent à se respecter, je pense qu'on aura d'autres problèmes le jour où elles sont visées directement. Bien sûr, exactement. Déjà, la moitié sera déjà plus là pour dire quoi que ce soit. Mais bref. C'est assez ridicule. Donc bref, je reprends. Donc il y a vraiment cette question de se dire d'où cette légitimité vient à la fin. À la fin, à l'Assemblée nationale, ça va se jouer sur les maths. Et moi, j'y crois fondamentalement. La nomination de Lucie Castet était le choix cohérent, pas légitime, cohérent vis-à-vis des premiers qui sont arrivés en haut de la liste. Pourquoi pas légitime du coup ? Pas légitime parce qu'elle n'est pas issue d'un parti mais d'une coalition. Et cette coalition, dans un gouvernement de la France qui va devoir faire bataille continuelle avec un président qui est très fort, c'est de l'instabilité politique et surtout un budget qui doit être voté parce que lui, il doit être voté. Parce que la légitimité doit aussi, tu dois, selon ta logique, avoir la capacité de prôner la stabilité, de mener ta politique. Exactement. Et tu ne penses pas que Lucie Castet, parce qu'elle est issue d'une coalition avec une polarisation à l'intérieur même de la coalition, qu'elle sera capable d'y arriver. Là où le RN, par exemple, comme il est issu d'un parti, il pourra avoir la capacité d'avoir la stabilité pour mener sa politique. Un parti très vertical, très macroniste, enfin très macroniste dans le sens, voilà. Je suis pas d'accord, très parce dur. Que il y a des coalitions qui ont réussi à mener en 5ème République, mais je comprends la logique. Bien évidemment, non, mais je dis pas que c'est impossible. Mais après, derrière, c'est que, comment dire, les conflits internes
vont devoir faire fi des conflits externes. Et les filles. Et oui. Et le problème, c'est que ce qu'il y a d'externe, c'est d'une part les médias qui sont pro-Macron et qui tournent à fond, le camp macroniste qui lui, de son côté, ça va être guerre ouverte, et le RN qui s'est bien fait discret pendant l'été, mais qui là remonte en ultra force. Et t'as un budget qui doit être voté. Et ça, il faut pas l'oublier. On a le feu au cul au niveau de l'Europe. Et ça, le feu au cul au niveau de l'Europe, de quoi qu'on a le feu au cul? Ouais. Ah bah là. C'est des vraies menaces. Ah mais c'est plus vrai que jamais hein. Non, Ah bah alors là, tu si connais jamais ma théorie qui fait pourquoi moi j'ai vraiment du mal avec l'économie et je vais peut-être me faire démonter mais c'est pas grave. C'est que moi arrivé à l'échelle nationale, je ne comprends pas comment les pays peuvent juste dire, enfin tu sais les pays ont le gros bout du bâton à mes yeux, ils peuvent juste dire bah ta gueule je le ferai pas. Tu vois, ce qu'a fait un peu la Grèce, ouais. Pour moi ça m'a marqué en 2000 je sais plus quand là quand ils ont eu leur crise. Qu'ils ont dit on ne payera pas, on ne peut pas payer, on ne payera pas. Et tu sais quel a été le résultat? Oui, ils ont pas pu retirer leurs billets, puis l'Europe est venue mais les gens sont venus à leur secours. Et il y a eu non, il y a eu le FMI qui est arrivé, la Banque mondiale, qui ont dit tu peux pas payer, il y a pas de problème, il peut pas payer. OK, c'est pas un problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, si tu dis pas oui à nous tout de suite, tes fonctionnaires tu les payes plus demain. Donc, nous, on va te donner de l'argent. En contrepartie, je veux telle réforme qui passe, l'hôpital, ça dégage. L'éducation, on s'en fout, ça dégage. Les routes, tu les referas plus tard, ça dégage. Et alors, tu as plus de pouvoir politique du tout. Tu te fais complètement prendre en charge par des pouvoirs américains. Et on est sur une banqueroute qui est totale. Ça marche pour la Grèce. Mais pour la France, tu crois que ça marcherait? Pour la France, la question est que la France ne peut pas dire non à l'Europe. Premier partenaire avec l'Allemagne. Oui, mais la France et l'Europe. Si la France ne montre pas l'exemple... Mais justement, il y a un peu le truc de... Elle peut rien imposer aux autres. L'Europe ne peut rien imposer non plus. Si. Parce que justement, la France doit avoir un rôle d'exemple. Parce que la France en demande énormément à tout le monde. Tu sais, on dit l'Europe, qu'on est contre qu'on se fait subir les décisions de Bruxelles, etc. Bruxelles, il nous demande deux choses. Soit d'avoir un plan, un concept d'un plan pour réduire à 3%, donc c'est quand même plus de 10 milliards par an à trouver, voilà. Soit de payer une amende. Mais l'amende, elle va être salée. Et l'amende, elle s'ajoute au déficit. Donc ça fait bobo. Je crois que c'est 2 ou 3 milliards. D'ailleurs, dans Baron Noir, tu le vois dans la première saison. Ouais. Et en fait, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de souveraineté. Parce que si tu dis non à l'Europe, tu remets en cause les traités européens. De ce côté-là, la gauche, ils n'ont pas trop de problèmes. L'extrême droite, pas trop de problèmes non plus. Mais le camp macroniste, il peut pas se le permettre. Bah et surtout que Macron, ça c'est mon avis perso, je pense que dans l'héritage qu'il veut laisser, il veut plus un héritage international, et voilà. Proche de l'Union européenne notamment, plutôt qu'un héritage avec une bibliothèque ou non mais pas un héritage en tout cas national. Je pense, il veut plus marquer la France à l'international. Et c'est pour ça qu'il a nommé un ancien commissaire européen à Matignon. Et c'est pour ça que pour moi, c'est là où on tombe dans le critère de légitimité. C'est que là, on a un budget à voter. Et ça, c'est urgent. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de ligne politique. On doit voter ce budget. Et ce budget, dans l'histoire française, elle te définit qui est dans l'opposition et qui est dans le gouvernement. Et on va voir de LR qui est prêt à suivre, du RN peut-être qui est prêt à suivre, parce qu'on va avoir besoin de leur voix si jamais on veut, mais aussi à gauche. Est-ce que les socialistes sont prêts à se faire convaincre? Et quel va être le prix de ça? Et les LR, il va falloir qu'ils suivent. Des places au gouvernement, je pense. Voilà. Mais ça va être cher, parce que le NFP, ils essayent de le tenir. Mais là, ils avaient la fête de l'UMA. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. Ruffin, il est allé à fond la caisse. Mélenchon, il a sorti en mode Yo-Guillot sa carte Raphaël Arnaud. En mode, tu fais beaucoup de mal à nos camarades. Tu commets une faute politique, François. T'es en mode, frérot, t'es reconnu coupable d'antisémitisme et de violence. Tu la fermes. C'est-à-dire que c'est vraiment la pire image que tu peux donner à la gauche, Raphaël Arnaud. Et tu vas critiquer un François Ruffin qui est le gars le plus lucide sur la France insoumise qu'on ait eu depuis ces 5 dernières années. Et donc tu vois bien que Lucie Castet aurait été le choix cohérent. Censurer, pas censurer, c'est pas un problème. Mais là où par contre, je rejoins ta logique de début de vidéo, c'est que pour moi, si tu nommes un Premier ministre et que celui-ci se fait censurer, juste après tout le micmac, là, par contre, la démission de Macron est en jeu. Oui, parce que tu n'es plus capable de mener ta politique du tout. Et tu as utilisé ta dernière carte. C'est pour ça que je me posais à toi jusque-là. Rick et Morty,
That's slavery with extra step. Genre, c'est un peu ça. C'est ça. On a la même logique à la fin. On trouve pas que Macron est hyper légitime en ce moment, mais en tout cas qu'il est dans les derniers retranchements, quoi. Là, il a pu sortir sa carte en se disant l'élection perdue. Là-dessus, je pense que tout le monde le reconnaît, même lui, je crois qu'il l'a reconnu. Plus, hein, quand même. Parce que 166, ouais, ça fait mal. C'était les scores de la droite dans les pires années. Avant les très pires années. Mais c'est ma pire journée. Ta pire journée pour l'instant. Voilà. Mais encore une fois, moi, si je sépare le législatif et l'exécutif, c'est parce que voilà, pour moi, il y a vraiment cette limite. Mais quand il sort la carte, je nomme tel Premier ministre, et que ce Premier ministre se fait bâcher par l'Assemblée, alors là, il n'y a plus rien. Et d'autant plus si c'est Lucie Castet et que des gens de son propre camp votent contre Lucie Castet derrière, mais alors là, il est grillé. Ça veut dire que lui-même, le chef, a décidé d'un sous-chef, et ce sous-chef, les représentants des Français ont dit « je n'en veux pas ». Et c'est pour ça qu'Édouard Philippe, c'est pour ça que je vous textais le truc d'Édouard Philippe, c'est l'acte majeur qui a fait la nomination de Barnier. Parce qu'il s'est présenté au présidentiel. Il a officialisé ça. Il a dit « frérot, si t'es pas capable de gouverner, moi j'arrive ». Et Macron, il a senti le vent tourner. Il s'est dit « oh putain, le fait que je nomme pas, ça fait pas juste énerver les gens parce qu'il n'y a pas de truc. » Il a challengé. L'horizon s'est rapproché en mode... l'horizon. Si justement si demain il y a une élection, moi je suis là. Voilà. Et toi c'est ciao. Il est venu mettre la baffe avec le gant. Il est venu dire t'es plus capable, moi je suis là, je suis prêt et je suis le premier à le dire. Et cette course, c'est toujours important d'être le premier à dire qu'il court dans ces élections, surtout quand t'es du camp du même camp. Ouais. Et c'est ça qui avait causé notamment les gros problèmes entre Sarko et Chirac. Et il n'empêche que quand tu regardes les sondages d'opinion vis-à-vis d'Édouard Philippe, il est super haut. Moi, je comprends pas trop pourquoi. Il est très, très, très haut parce qu'il représente un certain pater. Mon fameux argument de c'était mieux avant. Ouais. Moi, parce qu'il était là. Mais il est parti au bon moment du Covid, en vrai. Ouais, mais il avait les gilets jaunes, lui, techniquement. Techniquement, Édouard Philippe, c'est le 80 km/h, c'est le prix de l'essence, c'est les gilets jaunes. Oui, et puis c'est surtout quelqu'un de très, très à droite. Hein. En tout cas, dans ses premières années, en 2017-2018, c'était vraiment la droite dure mis à Matignon. C'est ça. Pour avoir tout le monde dans le bateau, ce qui avait été très malin de la part de Macron pour gouverner. Bien sûr. Mais en soi, après aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas lu sa plateforme, en vrai, je sais pas ce qu'il propose. Non, mais son truc, c'est un truc de centre droit qui est très intelligent et très intéressant. Moi, la question que j'ai en tant qu'homme de droite, c'est aussi de me dire, ouais, mais attends, Darmanin, il est à droite. Bruno Le Maire, il est à droite. Mais Bruno Le Maire, c'est impossible qu'il soit élu. Je pense vraiment que... Ah non, élu, ouais, non. Bruno je pense Le pas Maire, que... il est cramé, c'est un boulet pour ta campagne. C'est comme... je ne pense... Les Français, je pense, le détestent. Ah oui, mais... Parce qu'en plus... Il représente tout ce que les gens détestent. Il nous fait passer pour un tocard à l'international. Ouais. Je pense vraiment que le truc de... On va mettre la Russie à genoux, et ça fait parmi les punchlines que les gens vont pas oublier. Ça lui collera jusqu'à la fin. En plus de ses livres éclatés, je pense que... Mais ça, il pourra le faire oublier. Mais je pense vraiment que lui, c'est un boulet. Darmanin, pour une raison obscure, il survit... Parce qu'il est très apprécié de l'extrême droite. Mais le problème, c'est que... Il est quand même très pro-police, très pro casser de la manifestation. À la fin, et alors là, désolé, je reprends un peu des propos de CNews ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est parce qu'on a Bruno Le Maire à droite ? Je pose la question. Moi, je ne fais que poser les questions que les Français posent, d'accord ? Je suis l'intermédiaire. André Panini, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais au-delà de ça, on a des gens de droite à des postes de droite, et pour autant, la situation en termes de sécurité et d'immigration est critique, et je voudrais finir sur l'immigration, ce podcast, et en économie, elle est ultra critique. Je pense même que, et c'est pour ça que... 1000 milliards de dettes, oui. À mon avis, on nous dit pas tout. Dans le sens que vraiment, je pense que la situation est très grave. Le quoi qu'il en coûte, il a vraiment été quoi qu'il en coûte. Et on a beaucoup mis ça, et moi j'ai été aussi le genre de personne à répéter ça, que mon père et son entreprise a été sauvé par le quoi qu'il en coûte, et j'en suis très content. Néanmoins, les grosses entreprises aussi en ont beaucoup bénéficié. C'est comme ici la PCU, voilà, qui a permis de sauver plein de commerces, mais là, comme on est dans un pays libéral, ça s'arrête très vite. Et le nombre de restos qui ferment actuellement, d'entreprises qui ferment, c'est assez affolant.
Et la dette augmente alors que le PIB commence à descendre ici. Donc ça pue de la gueule. Et après, voilà. Quoi. Et on a mangé dans la main des banques et on est en train de se faire bouffer. Parce que les taux d'intérêt volants, et ça c'est... Alors, je vous conseille l'excellente chaîne de Eureka. C'est un ancien trader de Wall Street qui, je crois, maintenant d'ailleurs, il est vraiment prof. Mais en tout cas, sur YouTube, il est vraiment... il fait un peu le prof d'économie. Et il va vous expliquer tout en long, en large et en travers. C'est technique. Mais c'est pas parce que c'est technique que c'est difficile. Après, il ça est vient vraiment de... bon. Sachant que lui, il m'a dit... Regarde The Big Short, c'est facile. Et mais moi, c'est pas facile. j'ai compris, parce Ouais. que j'ai eu un cours d'économie politique qui a passé son long, large et en travers. J'ai regardé avec ma blonde, qui n'a pas fait de politique. Toutes les 10 minutes, je mettais une pause pour lui donner du contexte, parce que je pense que ce film est imbouffable si tu sais pas ce que c'est. Ouais. Donc, quand il vous dit que c'est technique, C'est technique. parce que toi, en plus, t'es quand même assez chaud en économie, quoi. J'adore ça. Donc voilà. Mais tout bon. ça pour dire que, en gros, les taux d'intérêt des pays changent, en gros, d'année en année. Et il y a Oui, des fois où c'est- tu es gagnant. Tu as même des taux d'intérêt négatifs qui sont donnés à tes pays, dont pendant le Covid. Et le fait est qu'il y a eu un moment où on a quasiment remboursé notre dette par nos intérêts négatifs plus que par... Voilà. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on va avoir un truc où les taxes sur les revenus des Français ne seront pas suffisants. Donc les impôts prélevés à la source, etc. Tout ça, ça sera pas suffisant pour rembourser notre dette annuelle. Et on va devoir commencer à Ça, c'est prélever. la première fois Bah là, ouais, on atteint des seuils comme ça. Ok. Et le problème, c'est que quand t'atteins là-dedans, c'est vraiment la poche d'argent qu'il te faut derrière pour... tu sais, si tu commences à taper dans la TVA, tu vas commencer à taper dans la Sécu. Enfin, tu sais, tu vas commencer à taper dans des poches qui sont des poches un petit peu inviolables, si tu veux, des poches où tu vas enlever à l'éducation, tu vas enlever, et pas par volonté, c'est juste que tu n'as plus les moyens de rembourser ta dette. Et donc tu dois bouffer sur tes politiques publiques pour rembourser ta dette. Ok, ouais. Dette qui ne t'apporte rien. Et donc ça, c'est terrible, c'est vraiment la hantise. Et la droite s'est longtemps dit, on est les maîtres de ça. On sait gérer. On est de la rigueur budgétaire. Et il n'empêche que Bruno Le Maire, soit il n'a pas fait une politique de droite, et auquel cas il se fourvoie, et auquel cas il n'a aucun crédit politique, soit la formule qui a été adoptée par Dans Macron, tous les cas, ça craint. voilà, la formule qui a été adoptée par Macron, maestro de l'économie ou quoi que ce soit, n'est pas la bonne. Peut-être dans les chiffres, dans leur laboratoire, ça faisait du sens, mais le Covid est venu tout détruire, et aujourd'hui ils ne sont pas capables de voir la réalité des Français. C'est que en haut, ils tirent la sonnette d'alarme, Bercy, où on s'est rendu compte quand même qu'il y avait 12 milliards qui manquaient dans le budget qu'on avait voté en octobre, qui n'avaient pas été déclarés. C'est-à-dire qu'ils savaient, ils ont fait voter un budget déficitaire en cachant ça aux parlementaires. Enfin, je veux dire, c'est ultra très grave. quand même. C'est juste la crise. Et est-ce que tu en as entendu parler beaucoup ? C'était en février. Oui, Non. oui, si, j'en ai Voilà. un peu entendu parler des fameux 12 milliards qui manquaient, Voilà. mais je savais pas que ça avait été caché aux parlementaires, par exemple. Caché. Et donc, le budget Ça, c'est- rectificatif qui est habituel, Ça, c'est une mesure suffisante pour destituer un président, normalement, Ah, dans mais une vie normale. c'est majeur. Enfin, mais même le ministre. Sans destituer peut-être le président, mais en tout cas, commencer à poser la question de la légitimité de ce gouvernement totalement. Parce que soit Macron l'a laissé arriver, et c'est très grave, il l'a légitimé, soit il n'est pas au courant, et c'est grave aussi de ne pas maîtriser son ministre de l'économie. Ah, mais totalement. Donc dans Parce tous les qu'il y a des cas, documents qui ont leaké des gens, des petites gens des bureaux. C'est eux qui ont leaké Donc, c'est qu'ils très- savaient. C'est très grave si le mec on top ne sait pas ça. Pour des trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis pas dans la team le président doit tout savoir. Non, le président, il y a plein de choses qu'il ne peut pas savoir et qu'il Non, n'a bien pas sûr. besoin de savoir. Et que les ministres peuvent lui cacher. Que les ministres peuvent lui cacher. Par contre, 12 milliards, c'est que tu ne contrôles plus du tout ton ministre. Et là, ça craint vraiment. Et donc, soit tu dois le désavouer complètement pour te sauver les meubles, soit tu es au courant et tu l'as laissé faire. Et là, tu as délibérément voulu mentir à l'Assemblée nationale. En tout cas, tu t'es fait choper en train de le faire. Et là, c'est grave. Et le problème, c'est que c'est arrivé en février, cette affaire. Sauf qu'il avait nommé le gouvernement Attal en janvier et qu'on commençait la campagne des européennes. Est-ce que tu le vois dévisser son ministre de l'économie à ce moment-là ? Impossible. Bah, c'est là où, malheureusement, comme on n'a pas de ligne de parti, à proprement parler, on ne peut pas, parce que la ligne de parti, ça permet ça, on ne peut pas faire de paria. Et c'est très facile ici de faire un paria. De faire passer quelqu'un, de dire ce mec-là est tellement hors des normes qu'on le dégage et je ne veux plus que personne n'y touche.
plus personne ne va y toucher. Et il y en a plein des parias aux États-Unis, au Canada, en Angleterre aussi. Ah oui, bien sûr. T'en as beaucoup. Et tu te dis et que c'est du coup ça permet même proche d'une élection de te dire non mais cette personne-là c'est comme un collègue qui a complètement déraillé. Tu peux pas tout contrôler tout le temps. Non, bien sûr. Il a déraillé, il est viré, il ne bosse plus pour l'entreprise. Sauf que ici c'est complexe que ça te retombe pas dessus parce que tu peux pas l'exclure frontalement vraiment de tout ça. Ou alors pourrait vraiment, mais par exemple je sais que Mitterrand avait même un peu Pompidou, De Gaulle avait cette capacité-là. Parce que c'était mais jusqu'à Chirac, on pouvait virer des ministres comme ça. Hein. Chirac était le dernier, ça a commencé l'entre-deux, je trouve. Mais les mecs avaient la prestance de dire, ils excluaient cette personne-là de la vie politique. Regarde Rachida Dati, elle a viré comme ça. Regarde, celle qui vient de Guadeloupe, qui est super appréciée par la gauche, Christiane Taubira, elle a été virée comme ça. Ça se vire un ministre. C'est pas impossible. Mais tu vois, Christiane Taubira est devenue une paria. Ouais, totalement. Mais c'est compliqué. Et ici, c'est ce que je dis, c'est que sans ligne de parti, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Mais c'est juste que Christiane Taubira était aussi haïe de beaucoup de gens, à l'interne aussi. Ah oui, les frondeurs de gauche ont détruit tout ça. Donc voilà. Mais j'aimerais finir sur cette histoire-là un petit peu. Donc, gouvernement Barnier, virage à droite. Virage. C'est... Encore une fois, regarde, prends ça de la perspective d'un mec de droite. T'as des épingle. Non, mais c'est la petite épingle avant d'arriver à la ligne droite de la ligne d'arrivée. C'est pas un virage que t'as négocié, ça. Non, mais c'est Amélie Dorandeux qui nomme le gars de droite Torini. Mais Macron, officiellement. Il est à droite, hein. Il est pas à gauche, il est pas au centre. Macron, il a travaillé d'abord pour Hollande. Macron, il a travaillé avec Papendiaï. Est-ce que Macron, il a vraiment travaillé pour Hollande? Non, en termes, est-ce qu'il a travaillé pour l'économie libérale qu'il voulait représenter, qu'il a réussi à rentrer dans le gouvernement Hollande? Oui, non, bien sûr. Est-ce qu'il a travaillé pour une politique de gauche? Vu comment j'ai fait ma question, la loi Macron, c'est pas une loi de gauche. Ouais, non, ça c'est sûr. La loi Macron, pour laquelle j'ai manifesté, n'est pas une loi de gauche. Ça c'est certain. Macron a toujours été économiquement à droite, et quand t'es économiquement il est économiquement à droite, socialement à gauche. C'est difficile d'être socialement à gauche quand t'es porté économiquement à droite. La réforme de l'éducation, la manière dont il a viré Blanquer pour mettre Papendiaï. La réforme des retraites, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est même pas une réforme en tant que telle. Non, mais la gestion et tout ce qui s'en est suivi derrière, c'est pas. Pour moi, ça me. Disons que mais la culture, la justice, il a donné des coups de virage à gauche. Mais dans la gestion globale, pour moi, il est quand même plus à droite. Parce que dans les trucs où ça compte, entre guillemets, où ça a un impact réel, c'est plus à droite. Et du coup, ça ne m'étonne pas qu'il négocie avec l'air. Mais d'ailleurs, tu l'avais call. Tu l'avais dit dans le podcast d'avant que... Et je t'avais dit, mais c'est très antidémocratique. Tu m'avais dit, tu penses que les LR pourront avoir la main sur le gouvernement et faire un peu dire... Et je t'avais dit, mais c'est très grave si on en arrive là. Enfin, je t'avais pas dit, je t'ai dit, ça craint quand même si c'est 50 députés qui décident pour tout le monde. C'est 50 députés qui décident pour tout le monde. Mais c'est les maths. C'est 50 députés avec un accord tacite du RN. Non, mais c'est crucial. C'est crucial. C'est parce que, et tu le vois d'ailleurs avec justement cette annonce de ministère de l'Immigration, qui est le garant de la droite, mais depuis 2022, de toute façon, c'était LR qui donnait le ton parce que c'était eux qui choisissaient si le vote de confiance partait. C'était eux qui décidaient. Mais là, ils avaient vraiment le gros bout du bâton. Voilà. Là, maintenant, ils l'ont moins. 250 députés. Là, ils l'ont moins parce qu'il y avait 250 plus LR. Là, maintenant, t'as combien? 135, je crois Qui ça? Non, c'est 166. Ensemble. Ensemble, ouais. 142 ou 143 à 142 RN. Ouais. Je 170, crois que c'est 40 ou 50, un truc comme ça. LR. LR, oui. C'est 45, un truc comme ça, par là. 193 NFP, 21 Lyot et 8 indépendants. Putain, t'as tous les chiffres. Hein. Ouais. Chaud. Impressionnant. Je connais pas, par contre. Je sais que Horizon a 30 et quelques députés. Ouais. Macron en a 99. Putain, le groupe Ensemble en a 99. Et les démocrates en ont une trentaine aussi. Mais donc, coup de barre à l'extrême droite, selon toi, avec le ministère de l'Immigration? Moi, je trouve pas. Pour finir ça. En vrai, je trouve que... Alors, je sais qu'il faut prendre le contexte politique en truc. Mais en vrai de vrai, je trouve pas que
oser dire on va peut-être avoir un ministre de l'immigration, c'est forcément être d'extrême droite et de droite. Et pour ça, j'ai 2 exemples, un qui pue de la gueule et un qui est vrai. C'est que la France, c'est un des rares pays au monde à ne pas en avoir. L'Allemagne en a un. Alors, je crois que l'Allemagne en a un. Je suis plus sûr de ce que je dis. Vérifie, parce que... Je vais te fact-check en live. Ouais, je sais que... Mais en tout cas, le Canada, donc, en a un. Ça, c'est sûr et certain. Ils en ont 2, même. Ils en ont un au provincial et un... Enfin, ils en ont un au Québec et un au fédéral. En tout cas, ils en ont un. Il y a beaucoup de pays en Union européenne et tout qui en ont aussi. Et même l'Union européenne s'est dit, il faut qu'on... ça, c'est mon exemple qui pue un peu de la gueule. Il faut qu'on se dote d'une politique d'immigration. Il faut qu'on ait une agence pour gérer ce truc-là. Tu vois ? Donc, bien évidemment, cette agence n'est pas forcément si ouf que ça. Mais en fait, moi, j'ai un grand problème dans la logique que, à minima, les migrants vont imposer une politique publique. Il va falloir qu'on prenne le problème, l'enjeu à bras-le-corps, dans tous les cas. Et que donc, si on n'a pas de ministère dédié à ces enjeux-là, alors ça doit être le Royaume-Uni quand même. Si on prend pas ce problème si on n'a pas de ministère dédié pour ces questions qui sont clés, qui sont les migrants, et par exemple, on va pas faire un ministère des migrants, mais par exemple, ne serait-ce que les migrants qui viennent de guerre, les migrants réfugiés climatiques, tous les statuts qu'on veut vraiment forcer, est-ce que tu peux donner imposer, le nom etc. de IRCC, qui est peut-être le meilleur exemple? Immigration, citoyenneté Immigration, Canada. réfugiés, Ah oui, citoyenneté immigration, Canada. Réfugiés, citoyenneté Canada. Et puis, si on veut gérer tout ce qui est l'enjeu, par exemple, par rapport à la citoyenneté, comment tu l'acquiers, comment tu l'as, comment tu es déchu de celle-là, comment tu l'abandonnes, comment tu l'as, tout simplement. Et aussi l'émission des passeports, parce que ça serait du coup, la citoyenneté, ce serait aussi l'immigration. Enfin, je sais pas. Il y a plein de questions qui tombent tout ça aujourd'hui sous le coup du ministre de l'Intérieur. Je suis en mode, mais le ministre de l'Intérieur a autre chose à foutre aussi. Enfin, Et il fait aussi l'outre-mer. mais tu vois aussi les statuts, par exemple. Tu vois, par exemple, la question de la Nouvelle-Calédonie, presque dans l'absolu, ça devrait être une question conjointe entre l'immigration et l'intérieur. Parce que ça concerne nos populations intérieures, mais c'est la définition du statut de la citoyenneté. Donc actuellement. Oui, actuellement, tu vois. Ouais, les enjeux qu'il y a actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc le ministère actuel est apte, selon toi. Vu qu'il fait les outre-mer. Vu qu'il fait tout, techniquement, Voilà. oui. Mais je pense qu'il en fait trop pour que ça soit bien géré. Et je trouve qu'en fait, il y a aussi un truc que l'immigration, c'est un tabou en France et je comprends pas pourquoi, mais il faut que ça soit géré. Il faut que tu aies une politique qui soit claire, définie, et c'est un énorme travail à faire. Donc qu'on n'ait pas de ministère du tout dédié et qu'on soit tout de suite passé d'extrême droite pour gérer ça, je suis en mode c'est débile. Si tu veux même protéger les droits de l'immigration, des immigrants, etc., il vaut mieux avoir un ministère que de ne pas en avoir. C'est factuel. Pourquoi on crée un ministère pour les femmes ? Le droit des femmes. Il y a un ministère qui porte aujourd'hui le nom des droits des Pas un femmes. secrétariat? C'est un secrétariat ? Mais en tout cas, Je vais à un vérifier. moment, il y avait un ministère qui était rattaché à éducation, machin, mais on s'est fait chier à rajouter le truc des femmes. Parce que si tu veux protéger, faut organiser. Et tu n'organises que lorsque tu dédies des ressources à ça. En effet, la ministre déléguée chargée, enfin c'est une déléguée, mais quand même chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. C'est Aurore Berger. Ah oui, voilà. Donc pour moi, j'ai vraiment un enjeu avec l'idée qu'on s'interdit de se dire « Ah bah vas-y, on va pas avoir de ministère ». Bien sûr, comme tout ministère... C'est quand même depuis 1974, hein, pardon, mais c'est Ah ouais, assez putain, impressionnant de c'est manière Mais intermittente. tu vois, c'est exactement la concorde avec le droit des femmes, Mhm. avec le moment où on a voulu affirmer ça. Et que donc, forcément, si tu veux et en politique publique, pardon, si ça n'existe pas, ça sera happé par d'autres gens et ça sera impossible de le gouverner. Et que donc, bien sûr, ça dépend de qui est à la tête, qui est au pouvoir de ça. Bien sûr que tous les ministères peuvent être pervertis. L'éducation peut devenir le ministère de la propagande. Hein. C'est pas pour autant que on s'interdit de dire on va pas faire de ministère de l'éducation parce que si demain c'est un ministère de droite, forcément ça va être un ministère de la propagande. Non. Et que il y aurait aussi, je pense, une forme de reconnaissance de il faut qu'on gère cet enjeu-là. Il y a un enjeu à gérer globalement. C'est pareil. Tous les doubles statuts qu'il y a, tu vois, par exemple, le fameux truc des doubles nationaux. Si tu as un ministère de binationaux, l'immigration ouais. qui arrive et qui dit ta gueule, c'est comme ça et pas autrement,
qui a des chiffres, qui a des trucs, qui a tout, et bah le débat il est clos, il est mort-né avant d'exister. Mais aujourd'hui, il y a des lois. Regarde la loi immigration d'ailleurs en décembre. Oui. Bon, malheureusement. Mais je pense, pour terminer, il y aurait une forme symbolique de reconnaissance pour apaiser aussi les gens, de dire on reconnaît que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Parce que tu prends les trucs Mais ça, de c'est vote. le problème de la gauche. Non, tu prends les trucs de vote, Mhm. ce qui importe les gens, Ah, totalement. c'est la sécurité, l'économie et l'immigration. L'écologie, et hop, de toute façon, on est foutu. C'est chez les jeunes l'écologie. Mais tous ont un ministère, hein, sauf l'immigration. Donc il y aurait aussi une forme de dire je reconnais que je suis d'accord avec vous, qu'il faut faire quelque chose. Non, mais c'est vrai, parce que finalement, l'écologie a aussi un ministère. Et là, je vais dire que je votais RN. Maintenant, tu vois, au début, je votais Voilà. LFP, à la fin, je votais RN, les gars. Je suis Non, très fort. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que de manière générale, il y a une méconnaissance des statuts d'immigration en France, du processus d'immigration. Je veux dire, je connais mieux le système d'immigration au Canada qu'en France, Oui, mais c'est normal. alors que je critique la politique d'immigration en France. Tu vois, on est quand même sur un, voilà, parce que je la vis, alors qu'en France, je la vis pas. Mais il n'empêche qu'à la fin, Non, mais aujourd'hui, on voit les faits divers s'accumuler et les merdias du style TPMP, etc. Bah, s'en donnent à cœur joie. Attends, le dernier là qui était en date, attention, il s'est pas présenté devant juge pour sa 14e comparution. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il était à la préfecture en train de faire ses empreintes pour sa régularisation de statut. C'est un bon. Récidive pour la 14e fois. Non. Et il se fait régulariser et il se présente pas au tribunal parce qu'il est en train de se faire régulariser. Non, mais ça, c'est fou. Mais On est quand même sur. Tu te présentes pas au tribunal, Là, normalement par t'as un exemple, mandat d'arrestation. Là, par exemple, dans ce truc-là, tu C'est dis incroyable. c'est la faute à qui ? Parce que c'est un ministère de l'immigration, ça permet aussi de mettre la faute à quelqu'un. Mhm. C'est la faute à qui ? La justice, qui est pas capable de mettre son truc en place ? L'intérieur, qui est pas capable de maintenir, de faire régulariser les gens sur les statuts ou de faire ça ? C'est qui a failli dans ce truc-là ? Et en administration, croyez-moi sur parole, s'il n'y a pas de coupable désigné, personne ne prendra la Ah, mais responsabilité. totalement. Alors ça, c'est une loi... Ça va genre, toujours être quelqu'un d'autre. 101, tu pouvais être sûr qu'il y aura personne. Et à la fin, c'est généralement le président, donc la dernière personne à qui il peut plus redonner le truc, Mm. qu'on va lui incomber un truc qui n'a aucune mesure Bah voilà. d'avoir la capacité de régler ces choses-là. Donc d'avoir un ministère de l'immigration, ça permet aussi de dire comment ça se fait que les OQTF, elles sont pas respectées. Alors ça, j'ai une partie de réponse. Non, mais tu sais, par exemple, Qui est très intéressante. Ça permet ça. Et si elles ne doivent pas être respectées, etc., ben pourquoi on en a ? Tu vois, c'est qu'on Mhm. peut même pas ouvrir le débat de pourquoi on en a, comment on pourrait les réformer, comment... Je suis Tous totalement ces d'accord. débats n'existent pas. Et je trouve ça mortifère pour la démocratie, moi, vraiment. Au QTF, j'ai une réponse qui m'a satisfait, qui est absolument illégitime, qui est révoltante, Ouais, mais mais qui est permet de dormir la satisfaisante. nuit. Voilà. C'est qu'en fait, quand tu fais une OQTF, mettons, allez, on va dire, tu dois le renvoyer en Algérie. Obligation de quitter le territoire. Voilà. Tu dis, bon bah voilà, tu repars chez toi. Enfin, voilà. Bah, tu repars à ta destination de passeport, de là où ton passeport est émis. Voilà. Bon, évidemment, ils ont jamais de passeport, mais on arrive à retrouver à peu près. Tu le renvoies en Algérie. Et le gouvernement algérien te dit, mais j'en veux pas de ce gars-là. Il reste sur le tarmac, voilà. Oui, évidemment, il va pas prendre l'avion si de base il a pas un titre, voilà. Tu sais, le droit international humanitaire, à ce moment-là, entre en jeu. Et là, on va dire, mais attends, mais pourquoi la France n'oblige pas le Maroc, l'Algérie, ceci, cela, à prendre les EQTF ? Et c'est là où... Et c'est pas complotiste de dire ça, on sait pas tout, et c'est normal. Mais en fait, ça fait partie de deal. C'est-à-dire que si tu veux qu'ils t'aident au niveau de tes renseignements généraux pour l'antiterrorisme, il y a des trucs sur lesquels tu vas lâcher. Non, puis l'Algérie, je pense que Et en contre-terrorisme, c'est les meilleurs qui existent. l'Algérie a un soft power auprès de la France sur des trucs internes qui ne sont pas le propre du grand public, Ah, mais totalement. qui est assez monstrueux parce qu'on leur permet énormément de choses. Mhm. On passe l'éponge sur des Ouais, beaucoup de trucs à trucs l'international. énormes. On passe souvent pour des tocards et en fait on a souvent la même attitude, je trouve, que lorsqu'on s'est fait voler nos contrats de sous-marins auprès des Exactement. États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fin tu te dis oui, je vais gueuler un bon coup, je vais peut-être avoir mon dû, mais le coût au niveau de long terme va beaucoup plus m'impacter et je pense que l'Algérie a un pouvoir soft power et d'ailleurs dans le bureau des légendes on le voit un peu quoi. Bah ouais, Au totalement. niveau
du renseignement. C'est pareil, les Turcs, on leur laisse beaucoup de choses. Mhm. Et les Turcs, on a besoin de beaucoup de trucs. Mais pense aux routes migratoires. Et d'ailleurs... Non, mais même sans ça, oui, les routes migratoires, mais aussi même auprès de notre présence en Afrique, etc. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui. Ah, mais totalement. Et si on peut pas se permettre... Et comme on n'a pas d'imposition réelle auprès de l'Algérie, parce qu'on les a laissés avoir vraiment leur... Pas laissés, c'était pas le bon terme, mais ils sont battus pour leur indépendance, mais on les a pas assouvis économiquement comme on a assouvi, par exemple, les autres pays d'Afrique par la suite de leur indépendance. Et ben on n'a pas non plus une marge de manœuvre de dingue. Alors des fois on les respecte pas, hein. C'est-à-dire que quand on veut faire passer nos rafales dans leur ciel aérien pour X raisons, on les fait passer, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette théorie-là qui est pas moi je pense pas que c'est du théorie de complot, c'est de la réelle politique interne où on n'a pas accès aux documents. Mais c'est la même raison de pourquoi on n'agit pas. Je te dis, les sous-marins c'est pareil, hein. On en a fait les médias en ont fait un plat, pouvoir public rien du tout. Et parce que ça peut nous foutre dans la merde. Et sans compter qu'est-ce qu'ils ont aussi sur nous. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous lâcher en contrepartie? Je veux dire, le gouvernement algérien a peut-être 2-3 casseroles qui pourraient très bien diffuser dans les médias. Et là, tu fais tant pis. Mais à la fin, c'est vrai que pour un électeur, c'est facile de se sentir floué. De dire, attends, je vote pour que A arrive. Et là, je vois qu'il y a une politique B qui continue d'être appliquée. C'est quoi ce bordel? On est même rendu à D, là. Ouais. Et puis t'es en mode, mais j'ai voté pour ça, c'est antidémocratique. Et il y a certains trucs qui ne peuvent pas malheureusement dépendre de la voix du peuple. Il y a un intérêt supérieur de la nation qui est... Après, c'est là où... Et c'est là où se fait la propagande. C'est qu'est-ce qui est de l'intérêt supérieur de la nation et qu'est-ce que j'ai envie de faire mes petites tambouilles dans mon coin. Mais d'un côté, tu vas dire, ok, je vais avoir 14 QTF par an qui vont faire n'importe quoi et qui vont faire les grands titres. D'un autre, il n'y a eu aucun attentat pendant les JO. Il y a un calcul et je pense que c'est là où c'est dur d'être président. Ah, mais je suis sûr et certain que moi, il n'y a rien, sauf peut-être Bruno Le Maire, et c'est le seul qui me met le doute. Guillotinez-le! Il n'y a rien... Qu'on le pende en place publique! Qui n'est pas fait de manière rationnelle. Rationnelle dans le sens, comme tu l'as dit, A plus B égale C, donc je fais B pour arriver à D parce que je ne veux pas avoir la conséquence. Genre, il n'y a rien que tu ne peux pas déconstruire et expliquer. C'est sûr qu'on n'a pas tout, particulièrement en sécurité, et je pense, moi, que la France est un pays qui est pas dangereux, mais qui est très très ciblé. Ah oui. Je pense qu'on ne se rend... Pour moi, je t'avais dit dans un des podcasts, je sais pas si ils enlèvent, si les chiffres du terrorisme sont plus bas ou plus hauts pour soit faire genre qu'il n'y a pas eu de menace, soit faire genre on est très fort. Je pense qu'ils sont beaucoup plus bas que ce qu'il y a. Bah là, ils auraient déjoué 4 tentatives pour les JO. Tu te fous de moi, t'as une organisation criminelle organisée, il ne prévoit que 4 attentats. Non, mais peut-être 4 du style Munich 72. Non, mais... Un truc énorme, genre. Ouais, bah non, parce que Saint-Etienne, c'était juste un gars qui allait sortir avec son petit couteau et puis aller tuer des gens dans un stade. C'est pas énorme. Oui, alors peut-être que dans les 4, moi je te dis, c'est peut-être des trucs très organisés. Genre... non, dans les 4, c'est ça. Dans les 4, il y en a un, parce qu'il était... Voilà. Ah d'accord, c'était juste qu'il sortait avec son couteau. Ouais. Donc... Oui, les 3 autres, c'est peut-être Bataclan vibe, mais dans le sens que... Non, je pense que c'est plus que c'est ça. sûrement x3 ou x4. Et ne serait-ce que les Tchétchènes ou tous les gens là, de la Russie là, qui laissent en libre cours un peu et que la Russie pourrait encourager et financer. Pour, on a eu le sabotage sur les lignes de train, ça aurait pu être le gros merdier. Ça, c'est la Russie. Oui. C'est signé. Donc, bon. Sans compter évidemment l'aspect cyber, mais... Moi, l'aspect cyber, c'est impressionnant que tout est tenu. Hein. Parce sais, que tous les QR codes et tout... Moi, je sais pas si l'aspect cyber est... Si on est vraiment capable de faire autant de choses qu'on peut, s'ils osent pas le faire, si... Ou alors par on exemple, est bon. Tu prends les États-Unis. On peut être bon, hein. Je sais pas comment c'est fait en France, j'ai appris ça pour les États-Unis, mais je me dis que ça doit pas être si loin. Aux États-Unis, il y a que 2. Le courant électrique est divisé en 2 grands trucs. Des power grids, là, ce qu'ils appellent, il y en a 2. Est et ouest. T'arrives à en exploser un ou à le disrupt un, c'est la moitié des États-Unis que tu fous dans le noir. C'est pour ça qu'une fameuse bombe... IEM qui serait lancé à partir d'un satellite pourrait faire surcharger le truc et faire mettre les États-Unis complètement dans le noir. D'ailleurs, pour ça que les Coréens veulent à tout prix avoir des satellites pour avoir cette menace. Les États-Unis auront largement les capacités, je pense, de détruire ce satellite. Mais tu te dis, c'est fou parce que tout est assez fragile dans l'absolu et c'est quand même complexe de maintenir ça, quoi. Et je trouve ça fou que tout tienne.
Mais je pense que c'est aussi, il y a un peu l'hypocrite des États qui ne veulent pas rentrer dans cette guerre-là parce qu'ils n'ont peut-être pas les capacités de se prendre le retour du bâton. C'est genre de dire, oui, on va le faire une fois, ça va être très fort, mais après, qu'est-ce qu'on va se prendre nous en retour, quoi. Tu vois. Mais donc voilà, donc tout ça pour dire que ce gouvernement, je souhaite bon courage. Moi, j'aurais refusé le poste. La flemme. Moi, j'aurais pris pour avoir sur la carte de visite Premier ministre. Et voilà. C'est bien, Macron, il aura fait le plus jeune et le plus vieux. Ouais. Ça retraite, fascine. Regarde, lui, il va bosser, hein, à 75 ans. Bah voilà. De quoi on se plaint? Il y en a qui sont capables, hein, comme quoi les flemmards. Là. Non, Donc bon. Non, mais écoute, en tout cas, ça a été intéressant. À savoir qu'on en avait quasiment pas du tout parlé pendant tout ce temps. Ouais. Voilà, parce que en fait, moi, je voulais vraiment qu'on ait cette conversation en live. Et puis, écoutez, vous, de votre côté, vraiment, dans les commentaires, essayez d'être un maximum respectueux, même s'il est de gauche et d'extrême droite en même temps. Mais essayez de nous dire un petit peu votre opinion, essayez de construire ça un maximum pour qu'on ait un petit peu de l'engagement. Et puis, nous, on pourra sûrement faire un épisode 2 vis-à-vis de vos réponses, parce qu'on est curieux, vraiment, de... Si on a beaucoup de réponses, on y répondra en vidéo. On fera un truc où on y répond, parce que c'est vraiment cool. Si on en a pas beaucoup, de toute façon, on va y répondre à tous et toutes avec ce qu'on a. Mais oui, moi je trouve que soyez respectueux, ça sert à rien d'être insultant ou de dire votre vidéo c'est de la merde, ça n'avance pas, ni vous ni moi, de toute façon ça ne sert à rien, tu vois. C'est plus si vous avez un avis, genre écrivez-le, même si vous êtes vraiment pas d'accord, vous dites que je dis n'importe quoi au niveau de mon interprétation de la Constitution pour telle et telle raison, moi je vais adorer chaque instant. Et comme je vous dis, moi dans mon autre vidéo, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, j'ai pris le temps de leur répondre et ça me fait évoluer, tu vois, parce que je t'ai ramené un argument qu'un gars m'avait dit. Et je suis en mode, bah ouais, tu vois, et donc c'est le mieux, quoi. C'est vraiment le mieux d'avoir des commentaires construits, et ça sert à rien d'aller dans notre sens. Juste, soyez pas d'accord, mais comme vous êtes pas d'accord avec... comme vous serez pas d'accord autour d'une table et d'un verre, quoi. Tu vas pas dire, ferme ta gueule, ta vie c'est de la merde. Tu vas pas faire ça avec un pote. Non. Tu vas dire non, tu dis de la merde pour telle et telle raison, tu vois. Donc voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles de sagesse, on a presque plus de batterie dans l'ordi, donc on va vous dire à la semaine prochaine. C'était Débat et Débat, Astro et Pilou pour vous servir. Ciao. Bye.